Ok, bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez bien. Je vous prie de bien vouloir nous excuser pour ce départ légèrement différé par rapport à des petits soucis techniques. Monsieur Emmanuel Kiva devrait nous rejoindre très prochainement. Donc, je vous prie de patienter encore quelques petites minutes. D'ici là, ce que je peux vous inviter à faire, c'est d'indiquer vos noms, prénoms, postes et entreprises dans la partie chat du webinar. Et je vais me présenter à mon tour. Donc, Benjamin Bouteau, je suis chef de projet Innovation Santé chez Medicine Paris Région. Et je remplace aujourd'hui Agathe Arlotti, responsable d'équipe Innovation Santé, qui malheureusement a eu des soucis de connexion depuis le lieu où elle est par rapport à ce webinaire. Je vais donc animer ce webinaire en attendant l'arrivée d'Emmanuel Kiva, qui va se dérouler de la façon suivante. Je répéterai une fois qu'Emmanuel sera arrivé. Une petite introduction de notre part. Ensuite, il vous présentera l'appel à projet de l'Agence Innovation Défense autour des solutions innovantes contre le Covid-19. Et ensuite, une phase de questions-réponses où vous pourrez directement échanger avec lui via la boîte de chat où on sélectionnera les questions pour lui poser en direct. Et enfin, on fera un point sur les actualités de Medicine et les différentes actions en cours. Voilà, on va juste attendre qu'il se joigne à nous. Et je remercie d'ores et déjà les premiers qui sont manifestés dans la boîte de chat et également tous celles et ceux qui sont connectés pour participer à ce webinaire. En attendant l'arrivée de Monsieur Kiva, je vous propose d'enchaîner un petit peu sur la partie actualité de Medicine. Donc, comme vous l'avez probablement vu directement par les communications qu'on a pu faire, nous avons mis en ligne depuis le début de la crise une boîte à outils qui permet de recenser toutes les initiatives et les informations intéressantes pour faire face au Covid, que ce soit au niveau de l'engagement des différents acteurs de notre pôle, contre la crise du Covid-19, mais également les informations utiles pour faire face à la crise en tant qu'entreprise, donc que ce soit pour financer des projets innovants de diagnostic thérapeutique et même matériel, comme vous avez pu le voir autour de cette crise, mais également en termes financiers, si vous avez des difficultés particulières à cause de cette crise, n'hésitez surtout pas à revenir vers nous, à recontacter le chef de projet qui s'occupe de vous et qui va donc
pouvoir vous aider à identifier les meilleurs accompagnements, les meilleures offres par rapport à ça. J'en profite pour préciser que, évidemment, la plupart de nos forces sont focalisées sur la crise du Covid-19, mais nous continuons de vous accompagner de façon, on va dire, classique dans d'autres appels à projets ou au contraire des processus de croissance et d'accompagnement comme nous le faisons d'habitude. J'en profite aussi pour signaler que les commissions qui aujourd'hui sont suspendues puisque nous ne pouvons pas nous rendre sur les lieux de Médicène seront, dès que le confinement sera levé, remis à l'ordre du jour et nous réfléchissons à voir comment intégrer ça sous forme de webinar comme aujourd'hui. Pareil, toujours dans l'attente de l'arrivée de Monsieur Kiva. Vous avez bien évidemment le lien vers l'appel à projet de l'Agence Innovation Défense qui, je le rappelle, a fixé sa deadline pour le 12 avril 2020, c'est-à-dire dans 6 jours. Aujourd'hui, c'est un appel à projet qui se fait au fil de l'eau. Donc, vous pouvez déposer quand vous le souhaitez jusqu'à cette date-là. Et les dossiers sont évalués directement par l'Agence Innovation Défense. Au fil de l'eau, ils ont reçu un très grand nombre de dossiers. Donc, on vous encourage à le faire le plus sérieusement possible. Et je me rends compte que Monsieur Kiva est parmi nous. Bonjour, Monsieur Kiva. Est-ce que Allô, vous nous entendez? je vous entends. Parfait. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. Donc, j'en profite pour ceux qui nous ont rejoints en même temps pour faire une toute petite introduction. Donc, je suis Benjamin Bouteau, chef de projet Innovation Santé pour le pôle Médicène Paris Région. Je remplace Agatha Arlotti qui normalement devait animer ce webinaire, mais qui pour raison technique ne pourra pas le faire aujourd'hui. Et donc voilà, tout d'abord de la part de toute l'équipe Médicène, je tiens à vous remercier, vous, le ministère des Armées et l'Agence Innovation Défense, d'avoir accepté notre invitation pour venir présenter aux adhérents de Médicène l'appel à projet Solutions innovantes pour lutter contre le Covid-19. Merci beaucoup. Et parce que pendant cette crise sanitaire, l'équipe Médicène est mobilisée et peut vous apporter tout notre soutien. Et donc ici, Emmanuel Kiva, directeur de l'Agence Innovation Défense, va présenter le détail de l'appel à projet, donc orienté technologie de santé, bien évidemment, qui a accepté également de répondre à vos questions en live. Il y a une section normalement questions et réponses dans laquelle vous pouvez poser toutes vos questions et je vous invite évidemment à participer autant que possible. Et donc, Monsieur Kiva pourra répondre à vos questions. Donc aujourd'hui, nous comptons une centaine d'inscrits. Comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, je vous invite à vous présenter en commentaire pour qu'on puisse voir le type d'audience que nous avons aujourd'hui et donc à poser vos questions au fur et à mesure. Et je les poserai à l'issue de la présentation de Monsieur Kiva directement pour continuer l'échange. Merci beaucoup et bien entendu, nous partagerons les slides par email ainsi qu'un replay de ce webinaire. Monsieur Kiva, je vous laisse présenter l'appel à projet. Merci beaucoup. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Désolé pour ce léger retard, mais tous les réseaux, y compris les réseaux professionnels, sont un petit peu saturés. Et donc, voilà, on a changé de système. L'important, c'est que ça marche. Donc, je vais vous présenter un petit peu cet appel à projet qu'on a lancé le mois dernier. Qui vise à disposer de propositions pour lutter contre la pandémie actuelle de Covid-19. Et dans ce cadre-là, on cherche des solutions et tout type de solutions, c'est-à-dire des solutions technologiques, des solutions organisationnelles, managérielles, d'adaptation de processus industriels. Vous allez voir qu'on a reçu pas mal de projets et donc je vais faire un petit récapitulatif de ce qu'on cherche encore et de ce pourquoi on a, je pense, déjà un certain nombre de propositions qui nous sont parvenues. L'important, c'est de comprendre que cet appel à projet, pour lequel on a mobilisé un budget de 10 millions d'euros jusqu'au 12 avril, est prévu à financer des projets d'intérêt dans le cadre de la gestion actuelle de la pandémie. Donc, ça signifie qu'on cherche des niveaux de maturité technologique relativement hauts pour être employables pendant cette actuelle pandémie et surtout des solutions qui devraient être facilement, rapidement reproductibles et pouvoir s'appliquer à l'ensemble du territoire national. Alors, avant de rentrer un petit peu dans cet appel à projet, ce que je vous propose, c'est quand même de faire un petit point sur les masques. Vous avez vu dans l'actualité que la question des masques est une question extrêmement prégnante. Il se trouve que il y a une task force interministérielle sur la problématique des masques
qui permet d'aller beaucoup plus vite que sur cet appel à projet. Si vous cliquez sur le lien d'appel à projet, on vous a mis les liens, c'est-à-dire que vous avez notamment des liens vers le site de la DGE, les directions générales des entreprises à Bercy, qui réorientent les projets systématiquement lorsqu'ils sont d'intérêt pour le sujet des masques. Masques, ça veut dire à la fois la construction, la fabrication de masques, leurs tests, leur décontamination, leur lavage, leur stérilisation, etc. Donc ça, c'est vraiment important. C'est si vous avez des projets qui, de près ou de loin, concernent les masques, ne passez pas par l'appel à projet. Utilisez les liens qu'on vous a mis sur le site du ministère. Vous allez directement aller taper, si j'ose dire, sur la Task Force Masque qui est là pour ça. Autre chose, les propositions qu'on attend ne doivent pas proposer des innovations qui sont en cours de maturation ou qui n'ont aucune chance d'être employées pour lutter contre l'actuelle pandémie. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas s'intéresser à des projets comme ça. Ça ne veut pas dire aussi qu'on ne va pas les financer. Mais à court terme, ce n'est pas ce qu'on recherche aujourd'hui et ça ne rentre pas dans le cadre de cet appel à projet. Alors, sur les thématiques, on va y revenir. Sur la modalité, vous avez un lien. On a utilisé un site du ministère qui s'appelle le site Démarche simplifiée, qui est d'ailleurs un bon cas d'école pour montrer qu'on peut aller assez rapidement, puisque vous allez voir qu'on a déjà financé des projets via ce portail-là. Et on demande un dossier extrêmement simple, c'est-à-dire un descriptif technique de la solution qui est proposée, le cas d'usage et un plan projet, avec un planning des développements et de la mise en service, dans laquelle on vous demande d'identifier les jalons et puis les livrables qui vous permettent de suivre l'avancement du projet, et puis une décomposition du prix de la proposition. Et puis enfin, évidemment, un document de justification qui explique l'apport du projet pour les différents critères d'évaluation, et j'y reviens dans un instant. Et en gros, ne dépassez pas 30 pages, vous allez voir qu'on a reçu beaucoup de projets, donc l'intérêt c'est de faire efficace et pertinent. Sur les thématiques, vous les avez dans l'appel à projet et c'est très large. Ça va du test, qui est véritablement une priorité aujourd'hui, tout moyen de test, qu'il s'agisse de moyens automatisés, de moyens sérologiques et autres, l'automatisation de tâches pour le prélèvement, le nettoyage de matériel, la décontamination, les protections individuelles, les protections collectives, les soutiens à la prise en charge médicale, la détection du virus dans l'environnement. Tout ça, ce sont des priorités. Mais on a aussi des thématiques qui sont un peu plus génériques, que sont par exemple la gestion de l'impact psychologique individuel et sociétal de la crise, les luttes contre la transgression, la continuité numérique et l'amélioration du travail à distance, même si aujourd'hui, vous allez voir qu'on a reçu un certain nombre de projets. Alors, comment ça se passe une fois qu'on a reçu via le portail, c'est pas la peine. Vous avez une adresse pour poser des questions quand même, hein. Et puis on va répondre à vos questions le mieux possible. Et ensuite, une fois que vous avez déposé votre projet, vous avez 4 équipes qui sont en ligne derrière avec autant de filtres. Un premier filtre qui est très simple, c'est go no go. Est-ce qu'on y va, est-ce qu'on n'y va pas, est-ce que c'est rentre dans la thématique ou pas de l'appel à projet. Un deuxième filtre qui signifie qu'on analyse le dossier. On va pouvoir vous donner finalement le go pour y aller, demander un avis supplémentaire, ou au contraire, on estime qu'après analyse, ça ne rentre pas dans l'appel à projet. Et puis une troisième étape, parmi tous les projets qu'on a définis comme étant à soutenir, comment est-ce qu'on fait pour affiner les cas d'usage. On obtient l'approbation officielle et ensuite on a mis en place une équipe de contractualisation réactive. Ça signifie qu'on ne va pas passer un appel d'offres ou un appel à projet sur 3 semaines derrière. On est capable de passer des commandes directement par lettre de commande en quelques jours. L'idée étant là aussi d'être le plus réactif possible. Sur l'évaluation, on a 3 critères qui sont extrêmement importants, qui sont les 3 critères suivants. Le premier, c'est un critère d'impact. Autrement dit, les bénéfices anticipés du projet pour la population, pour les cycles de décision, les personnels de santé, mais un critère d'impact du projet. Un deuxième critère, c'est la crédibilité. C'est-à-dire qu'on a reçu, je pourrais revenir, un certain nombre de projets un peu fantaisistes. C'est pas parce que nous sommes en crise qu'on doit être moins sélectif, et c'est pas parce qu'on est en crise qu'on doit être moins sérieux. Donc, on va véritablement, avec le concours de la DGA et de la direction technique de la DGA en particulier, examiner la faisabilité scientifique ou technique du projet et, le cas échéant, la confirmer. Et puis, la troisième chose, c'est un critère calendaire. On est dans une crise où on sait qu'on va devoir aller vers une période de confinement rapide. Donc, c'est le délai de mise en œuvre de la solution qui est primordial pour nous afin de pouvoir répondre
aux impératifs de l'appel à projet. Donc, toute notre évaluation est fondée sur ces 3 critères: le critère d'impact, un critère de crédibilité et un critère calendaire. Une fois qu'on a proposé ce projet-là, il y a 3 sorties possibles. Alors, il y a le refus. Refus non pas parce que le projet serait mauvais, il y en a, mais aussi des projets qui sont bons et qui ne répondent pas à ces 3 critères d'impact. Je ne vous cache pas, c'est la majorité aujourd'hui. Et encore une fois, on est en télétravail, mais on est 7 jours sur 7 et on est quand même extrêmement sélectif. C'est de l'argent public, on veut l'employer le mieux possible, et donc il y a un grand nombre de projets qui sont refusés. Il y a des projets qui sont acceptés, je l'ai dit, pour instruction approfondie. Et puis, on a un 3e stade où on se dit, bah, finalement, oui, c'est intéressant, mais ce n'est pas forcément le ministère des Armées qui est le plus apte à juger de ce projet. Et donc, on va le router vers la plateforme interministérielle de gestion de la crise avec laquelle nous sommes en contact, avec laquelle dans laquelle le ministère des Armées a un correspondant. Et donc, on va proposer ce projet-là pour financement par un des autres ministères, l'économie et les finances, la santé, l'éducation nationale, etc. Donc, on a 3 sorties possibles de cet appel à projet. Pour vous dire un peu où on en est aujourd'hui, on est environ à 1200 projets reçus via cette plateforme, ce qui est quand même considérable. Sur ces 1200 projets reçus, il y a un peu plus de 900 qui ont été refusés. En gros, on a un taux de sélection de passage de deuxième filtre de 18% à peu près. Donc, c'est quand même là aussi assez sélectif. Et on a un certain nombre de projets qui sont retenus de l'ordre de 250 pour instruction approfondie, avec derrière déjà à peu près 7 ou 8 projets qui ont été commandés, financés et qui sont en cours de déploiement, notamment sur les tests, notamment sur la PCR, sur la gestion de la donnée. Donc, on a des projets qui ont fait l'objet déjà d'une contractualisation. Et je ne parle pas évidemment des projets masques, puisque je vous ai dit tout à l'heure que les projets masques faisaient l'objet d'un traitement particulier. Alors, pour vous détendre un peu dans ces temps de crise, je pourrais vous dire qu'on a eu quelques projets qui sont un petit peu, qu'on va garder pour notre florilège interne du ministère des Armées. Il y en a sur la mémoire de l'eau. Donc sur l'énergie vitale dans l'eau, il y en a sur le fait de généraliser le grog à base de rhum. Voilà, on a un certain nombre de projets qui nous parviennent, mais la grande majorité des projets qui nous sont parvenus sont des projets sérieux. Il se trouve par contre que nous avons reçu un certain nombre de projets sur des thématiques qui aujourd'hui sont fortement saturées, c'est-à-dire qu'on estime avoir suffisamment de solutions. Donc ce qui nous intéresse moi aujourd'hui, c'est tout ce qui concerne le télétravail, ce qui concerne la gestion de stock, l'analyse de la crise elle-même, avec notamment l'analyse Big Data. Donc là, on a plein de choses qui sont en cours, sachant que je rappelle que l'Agence Innovation Défense comprend également la cellule de coordination de l'intelligence artificielle de défense, et donc tout ce qui est Big Data et traitement des données est là aussi géré au niveau de l'agence. Donc analyse de la crise, on a beaucoup de choses. On ne veut plus d'application d'attestation dématérialisée, ça ne sert à rien. On a déjà pas mal de choses sur le diagnostic en ligne. Il y a déjà un site officiel qui est en ligne. Les projets de géolocalisation des personnes, notamment lorsqu'ils sont assez peu précis en ce qui concerne la RGPD et les droits des citoyens, c'est des choses qu'on aura du mal là aussi à financer. On ne veut pas de prestations de conseil. Ça, on a tout ce qu'il faut. Et on ne veut pas de kit de développement facile d'application. Et de manière générale, pensez lorsque vous apportez un projet que c'est le ministère des Armées. Et donc, pour que ça nous intéresse, il faut que soit on soit en première ligne, c'est-à-dire qu'on ait besoin des capacités de test ou d'analyse du ministère des Armées, en particulier la maîtrise NRBC de la DGA. Donc, c'est des gens qui ont une expertise technique qui nous permettent de juger de la pertinence scientifique et technique d'un projet. Ou bien qu'on ait des cas d'intérêt militaire ou des cas de déploiement militaire. Donc ça nous intéresse également. Mais sinon, si ça concerne par exemple la gestion des files d'attente ou la gestion des EHPAD ou des robots présentiels dans les EHPAD, c'est intéressant, mais c'est pas pour nous. Donc systématiquement, ça, on va devoir le router en interministériel et donc ça sortira du cadre de cet appel à projet. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, je l'ai dit, les tests, la décontamination, les logiciels qui automatisent des analyses d'image, le scan, l'échographie, l'IRM ou de prélèvement. Donc tout ce qui nous permet d'accélérer la sortie de crise, qui est aujourd'hui le sujet. Et donc ces propositions, elles sont attendues, elles sont évaluées au fil de l'eau jusqu'au 12 avril.
Pourquoi jusqu'au 12 avril? Mais parce qu'on estime que passé ce délai-là, ça sera difficilement applicable à la sortie de la crise qui nous intéresse. Et donc, on va aujourd'hui clore cet appel à projet à la fin de la semaine, puisque les chances de succès seront relativement réduites. Donc voilà à peu près pour cet appel à projet et cette présentation. J'ai essayé d'être assez succinct et puis vous donner à peu près l'esprit de ce que l'on attend. Vous avez quand même plus d'une cinquantaine de personnes qui sont mobilisées en permanence sur cet appel à projet, qui essayent de répondre à un certain nombre de problématiques. Encore une fois, ce sont des experts, des ingénieurs, des experts militaires, des experts scientifiques. Donc tout ce qui dépasse vraiment le cadre ministère des Armées en dehors de cette capacité de jugement technique, donc tout ce qui est formation par exemple, bon, c'est des choses qu'on va avoir tendance à router à l'interministériel. C'est pour ça que je vous dis, évaluez bien le niveau de ce que vous apportez et est-ce que le ministère des Armées est le meilleur vecteur pour cela. Encore une fois, 1200 projets en 3 semaines, c'est quand même beaucoup. Et donc, tous les jours, on tient à bord de sélection des projets. Tous les jours, on en retient et on en écarte. Et donc, plus votre projet sera ciblé vers ce que l'on demande, plus il aura de chances de passer les premiers filtres. Donc, voilà ce que je voulais vous raconter aujourd'hui. Je suis évidemment à votre disposition autant que de besoin pour répondre à vos questions. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Kiva, pour cette présentation. On a reçu quelques questions pendant que vous présentiez l'appel à projet. Une des premières reçues, c'est comment saurons-nous si le projet est retenu ou rejeté? Alors, c'est très simple. On a comme je vous dis, tous les jours, on a un board et donc on envoie des mails automatiques en fonction du stade. Je vous l'ai dit, il y a 3 équipes, Alpha, Charlie, Bravo. Et bien, en fonction, bravo Charlie d'ailleurs dans l'ordre alphabétique, et donc en fonction du stade auquel vous arrivez, vous avez des mails qui vous sont systématiquement envoyés. Donc si vous avez déposé un projet, vous n'avez pas encore reçu, vous l'avez déposé vendredi, vous n'avez pas reçu de mail, ça veut dire simplement qu'on n'a pas tenu de board ce week-end. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas été analysé. Et donc, dès que l'on tient ce board de sélection, vous avez un mail qui vous a envoyé et qui atteste du passage au stade suivant ou au contraire du refus du projet. D'accord. Merci. Une autre question concernant la propriété intellectuelle et quelles sont les garanties de confidentialité par rapport à cet appel à projet? Alors, l'appel à projet est un appel à projet ouvert. En revanche, dès lors que on s'intéresse à la propriété intellectuelle, on a un devoir de protéger les innovateurs et de protéger les sociétés. Nous le faisons avec le S2IE, qui est le service à la DGA, qui s'occupe de l'intelligence économique et de la protection de la base industrielle et technologique. Donc, si vous avez des problématiques particulières de protection industrielle ou intellectuelle, vous nous le dites. On va saisir le service compétent et vous avez une garantie que on mettra tout en œuvre pour vous protéger. Une question un peu plus précise, les dispositifs aidant au développement rapide de tests, mais n'étant pas eux-mêmes des tests, entrent-ils dans le cadre de l'appel à projet? À partir du moment où ça permet, c'est une technologie, si vous me passez le franglais, qui serait de type enabling, c'est-à-dire le fait de pouvoir accélérer une phase critique de la recherche ou du développement de tests, oui, bien sûr, ça rentre dans le cadre de cet appel à projet. Nous avons avec nous, je l'ai dit, à la fois la DGA, mais également le service de santé des armées, qui est sollicité à chaque fois qu'il y a un projet qui touche à la santé. Et donc, si le SSA, service de santé des armées, nous dit oui, c'est important pour lutter parce qu'on trouve telle et telle limitation dans la mise au point des tests aujourd'hui, eh bien, on va le prendre en compte. Et ça sera considéré comme un projet, le cas échéant, à retenir, voire à soutenir. Donc, oui, bien sûr, ça rentre dans ce cadre-là. D'accord. On a une question concernant les diagnostics. Les projets de diagnostic, quel que soit l'état de l'art, doit-on être au stade de preuve de concept, de faisabilité ou au contraire de projet bien étayé techniquement? Alors, ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il faut absolument que le niveau de maturité technologique soit suffisant pour pouvoir utiliser les résultats de l'appel à projet dans le traitement de la pandémie actuelle. Donc, c'est ça qu'on demande, simplement. Donc, si effectivement vous êtes des niveaux de maturation technologique de 3, 4, 5 qui sont relativement bas, ça pourrait nous intéresser dans l'absolu. Et d'ailleurs, on est en train de travailler sur des appels à projets pour pouvoir, dans la durée, se préparer l'avenir. Mais dans le cadre
très clair de cet appel à projet, on ne pourra pas justifier d'une urgence pour pouvoir le financer aujourd'hui. D'accord. Donc non, il faut que la maturité soit suffisamment évoluée. D'accord. Et est-ce que, alors, on va parler un peu de technologie digitale, mais est-ce que les technologies digitales pour la découverte de traitements ou de repositionnement de molécules contre le Covid rentrent dans votre appel à projet? Absolument. D'accord. Absolument, je vous ai dit, en technologie digitale, numérique, tout ce qui nous intéresse moins, je l'ai dit tout à l'heure, c'est tout ce qui était virtualisation des files d'attente, diagnostic en ligne, attestation dématérialisée, gestion de stock, télétravail. Ça rentre un petit peu moins parce que, non pas que c'est pas intéressant, mais parce qu'on a déjà beaucoup de projets qui nous sont parvenus. En revanche, ce que vous venez de mentionner, oui, ça rentre tout à fait dans le scope, la modélisation, mais à partir du moment où ça peut être utilisé dans le cadre de la lutte contre cette pandémie actuelle. Très bien. Une autre question qui nous est arrivée, est-ce que l'appel à projet peut financer le recrutement de personnes au sein des entreprises afin de monter en puissance en matière de production? Alors, ce que nous finançons dans le cadre de cet appel à projet, c'est l'innovation. Donc, l'innovation, ça veut dire que l'on va pouvoir dérisquer les différents projets pour pouvoir passer à un stade pré-industriel, voire industriel. Donc, nous, notre but, c'est de préparer l'industrialisation. Alors, c'est une question intéressante parce que ça nous permet de dire une chose, c'est que nous, par exemple, on ne va pas financer l'achat en masse de tests, par exemple. Ça sera le ministère de la Santé, ça sera un autre ministère qui s'en chargera en fonction du déploiement qui est prévu. Cet appel à projet, donc je rappelle, c'est l'agence Innovation Défense. Donc, il a pour but, de financer les conditions nécessaires pour pouvoir être raisonnablement, décidément, certain que l'innovation en question peut être utilisée. Donc, on va faire du dérisquage, du prototypage, de la pré-industrialisation. Dès lors qu'il s'agit de financer de l'industrialisation et de l'achat, ça n'est plus nous. Par contre, vous pouvez contacter la DGA ou vous pouvez nous soumettre le projet et puis on jugera nous-mêmes pour savoir s'il faut le passer à une autre personne. Mais si dans l'appel à projet, il y a des gens qui sont pressentis pour faire de l'industrialisation et de l'embauche pour justement permettre cette production, il faut le mettre dans le plan de l'appel à projet, pardon, du projet que vous allez déposer. Mais Mhm. par contre, ça ne sera pas pris en compte dans le cadre du financement, ça sera pris en compte dans le cadre de la crédibilité. Autrement D'accord. dit, vous êtes une société, vous avez, voilà, je dépose l'appel à projet, le projet qui me permettra de savoir si, oui ou non, je suis capable de développer des tests permettant de lutter contre l'actuelle pandémie. On vous finance ça, mais par contre, dans votre plan projet, vous dites à T0 plus de mois, j'aurai besoin d'embaucher 2-3 personnes. Et ensuite, derrière, on passera en phase de production. On verra à qui prendra en charge cette deuxième phase. Mais ça peut tout à fait paraître dans votre plan projet. Vous me dites si je suis pas clair, hein. Oh, c'est très clair. Pour ce qui est des dispositifs médicaux permettant de faciliter la prise en charge des patients en réanimation, donc pour le patient et le professionnel de santé, ces types de Oui, dispositifs sont-ils éligibles dans le cadre de votre appel à projet? absolument. Absolument. D'ailleurs, on en a déjà financé. Donc, vous D'accord. allez voir, il y a quelques communiqués de presse. Il y en a un qui est sorti là. Il y en a deux autres que je n'avais pas déflorés, mais qui sont tout à fait dans le cadre de respirateurs, de ce genre de choses-là. Donc, oui, ou de monitoring, par exemple. On a des projets sur le monitoring. Donc, oui, ça rentre dans le cadre de ces appels à projets. Très bien. Alors, encore une fois, n'oubliez pas que nous sommes le ministère des Armées. Et donc, l'intérêt, c'est quand même que nous avons des hôpitaux d'instruction des armées. Euh, donc, si le projet est vraiment absolument pas spécifique militaire, effectivement, on pourra le regarder, mais il a beaucoup de chances de se retrouver sur la task force interministérielle. Mais par contre, si vous le centrez en disant, ben voilà, on a déjà pris contact, par exemple, avec Percy ou avec un autre hôpital d'instruction des armées, et on est capable de faire une phase d'essai clinique de telle ou telle solution, ça aura plus de chances de rentrer dans l'appel à projet. D'accord. Très bien. Est-ce qu'on peut présenter une solution mature qui existe à l'étranger? À partir du moment où vous êtes une société française qui est capable de la mettre en œuvre sur le territoire national, oui. Ou D'accord. une personne physique d'ailleurs, hein, parce que c'est personne morale, personne physique. Ensuite, on verra le moyen de passer le marché, mais oui, à partir du moment où c'est pas simplement je vous mets en relation avec une société qui se trouve en Suède, aux États-Unis ou au Japon. On a une question. Est-ce qu'un médecin du travail privé cadre de réserve des armées peut-il soumettre ou participer à une soumission? Tout à fait, personne morale ou personne physique.
Donc, D'accord. il n'y a pas de souci. La personne en question peut soumettre. J'en profite d'ailleurs pour vous dire que cet appel à projet, on a évidemment, on l'a orienté sur une plateforme ouverte qui est accessible au grand public, mais nous avons également lancé un appel à l'intérieur des armées pour ce qu'on appelle l'innovation participative. C'est-à-dire que nous avons aujourd'hui des réservistes, des cadres d'actifs du ministère des Armées qui nous proposent il y a une centaine de projets qui ont été proposés qui viennent de l'intérieur du ministère et de personnes physiques. Donc, ça rentre tout à fait dans le cadre de cet appel. Très bien. Et à ce stade, est-ce qu'un budget précis, détaillé est nécessaire avec une analyse analytique des coûts des work packages? Il faut au moins avoir un plan budgétaire qui soit un peu sérieux. Si vous, si vous nous dites, oui, en gros, ça va coûter 1 million d'euros, on aura quand même, on a quand même du mal à établir le critère de crédibilité. Donc, comme je vous l'ai dit, il y a D'accord. 3 critères, l'impact, le calendrier et la crédibilité. Le fait de savoir pourquoi on paye fait partie de la crédibilité et de la faisabilité du projet, bien évidemment. Donc, il faut au moins avoir un détail minimal des work packages. D'accord. Et justement, pour en dire là-dessus, quels sont les principaux aspects du projet qui peuvent être financés, que ce soit des réactifs, des équipements, des salaires, etc. C'est tous les coûts qui sont associés au développement du projet permettant de garantir son emploi dans la crise et son industrialisation le cas échéant. Donc effectivement, voilà, vous pouvez présenter un plan projet global avec différents types de coûts, notamment des coûts liés au personnel. Très bien. Là, on a une question un peu spécifique. On parle d'un projet test diagnostic étude en population conjointe entre le CEA et la PHP. Et on demande si la partie PHP peut être porteur du projet et comment sont gérés les frais partagés des différentes parties. C'est une bonne question, j'en sais rien du tout. Mais normalement, oui, puisqu'on a déjà financé là aussi, cet argent, il est fait pour financer les travaux et non pas financer tel ou tel type d'acteur. Donc, normalement, la PHP peut être effectivement en première ligne. Je ne vois pas pourquoi ça ne serait pas le cas. On a déjà, par exemple, des tests, enfin des projets de tests et diagnostics qui ont été financés et qui associent justement une PME, la PHP et le CEA. Donc, je ne sais pas si ça fait référence à ce projet-là qui est déjà financé, mais si c'en est un autre, ben, on est tout à fait prêt à l'étudier pour vous. Voilà, on finance aussi des organismes qui sont internes au ministère ou internes à l'État. Hein, donc, il n'y a pas de souci là-dessus. D'accord. On sait que le budget total de cet appel à projet est de 10 millions d'euros disponibles pour financer l'ensemble des projets. Absolument. Est-ce que vous avez un montant moyen par projet sélectionné à la louche ou c'est vraiment au cas par cas? Non, c'est vraiment au cas par cas, puisqu'on a eu des. Alors, si vous vous présentez avec un projet de 9 millions d'euros, vous avez intérêt à justifier de pouvoir terminer la pandémie dans les 15 jours. Ça, c'est clair. En revanche, vous savez, nous, on a des projets qui vont. Il y a des projets gratuits, si ça existe. On a des projets à 40 000, 50 000 euros. On a des projets qui dépassent le million d'euros, voire approchent les 2 millions d'euros. Donc, c'est très, très variable. Enfin, le critère de taille financière, effectivement, aujourd'hui, n'est pas le premier critère qu'on va regarder. Même si je vous dis, si vous prenez 8 millions d'euros, 6 millions d'euros, on va être vraiment plus sélectif. D'accord. Donc aujourd'hui, entre 1 million d'euros, ouais, voilà, entre 100 000 euros, 200 000 euros, 1 million d'euros, c'est des choses qu'on regarde. D'accord. Et est-ce qu'il y a un minimum nécessaire pour le capital de l'entreprise? Je ne pense pas, non. À partir du moment d'ailleurs où une personne physique est capable de déposer un projet, je ne vois pas pourquoi ça serait le cas. D'accord. Et quel est le délai maximum des livrables du projet attendu? Alors, faut regarder, mais en gros, c'est pour emploi dans la gestion actuelle de la pandémie. Donc, on va dire si on est à T0 plus 3 mois, T0 plus 6 mois, ça passe. Si vous faites des choses qui, et encore 6 mois, ça fait beaucoup. Donc, je dirais oui, 2-3 mois. Maintenant, si c'est décrit dans l'appel à projet, hein, je l'ai pas sous les yeux. Mhm. Maintenant, si vous essayez de nous proposer des solutions pour dans 12 mois ou même dans 8 mois, ça va avoir beaucoup moins de chances de nous intéresser encore une fois, dans le cadre spécifique de cet appel à projet. D'accord. Et est-ce qu'il est possible d'introduire dans l'appel à projet un partenaire étranger, mais le porteur, lui, est bien français? Bonne question. Je vous avouerai que je n'ai pas tous les réponses à ces questions. Mais à partir du moment où le porteur du projet est français, je pense qu'il n'y a aucun souci. D'accord.
Et une autre question spécifique, est-ce que le suivi pathologique et d'anxiété à domicile est un sujet d'intérêt dans le cadre de cet appel à projet? Alors, on a déjà quelques projets qui nous présentent ce genre de choses-là. Les sciences humaines et sociales sont un sujet d'intérêt au sens général dans cet appel à projet. Donc, vous pouvez nous soumettre vos projets là-dessus. Encore une fois, essayez de trouver des cas d'utilisation qui pourraient intéresser aussi le MINARM. Si vous avez quelque chose qui est généralisable, par exemple au suivi du PTSD, vous savez, des syndromes post-traumatiques, parce que Mhm. c'est une approche qui est généralisable, ça va beaucoup plus nous intéresser que si quelque chose qui est simplement lié à la gestion actuelle de l'épidémie en contexte hospitalier ou post-hospitalier ou post-crise, auquel cas ça a des chances de se retrouver en interministériel. Donc pensez aussi qu'on a, nous, on a nos opérationnels, on a nos forces, on a nos soldats qui sont déployés, qui ont des problématiques psychologiques également, qui ont des problématiques d'autant plus prégnantes qui peuvent être confinés à l'étranger avec leurs familles confinées en France. Donc, un bon moyen de faire rentrer ce type de problématique dans l'appel à projet, c'est justement de considérer qu'on a ces populations-là à qui on se doit nous d'avoir assistance, de permettre assistance. Et donc voilà, essayer de l'adapter un petit peu pour que ça soit généralisable également dans ces cas. D'accord. Mais Vous les disiez que vous êtes... SHS, pardon, non, je disais les sciences humaines et sociales, oui, elles rentrent dans le cadre de cet appel, bien sûr. D'accord, très bien. Et pour ce qui est des projets relatifs au test diagnostic, vous aviez dit que vous en avez reçu un grand nombre. Est-ce que vous avez continué à analyser les demandes sur ce type de test? Absolument, n'hésitez pas. Parce qu'on peut pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Donc oui, bien sûr. On a déjà financé et on finance et on continuera à financer des problématiques de test. Mais si vous avez des idées ou des innovations qui vous semblent applicables, n'hésitez pas à nous les porter. Comme je vous l'ai dit, la problématique du test est une problématique prioritaire. D'accord. Et pour les projets qui ont été acceptés jusqu'à maintenant, est-ce que vous pouvez indiquer le montant qu'ils ont réussi à obtenir grâce à ce projet? Non, c'est pas une information publique. Vous D'accord. avez vous avez aujourd'hui une information qui a été donnée par un communiqué de presse du ministère des Armées sur ce que l'on fait avec la société NG Biotech. Je vous redirige vers ce communiqué de presse et sur les autres, je ne peux pas vous donner l'information. D'accord. Et pour les entreprises qui vont être financées, est-ce qu'elles doivent répondre aux conditions financières d'aide publique classiques, telles que définies par l'Union européenne, avec des fonds propres positifs sur le dernier exercice, etc.? Bonne question. Bah, écoutez, je prends la question et je vous répondrai, mais là encore, je pense qu'il y a un certain nombre de conditions dérogatoires. Je ne veux pas m'avancer sur ce point-là, donc je prends la question. Je D'accord. préfère ne pas vous répondre que vous dire des bêtises. Pas de souci, très bien. Dans le cas de consortium et lorsqu'il y a des partenaires étrangers, par exemple allemands, britanniques ou hongrois, seront-ils financés en tant que partenaires communautaires ou devront-ils apporter leur propre financement? C'est une bonne question là aussi. J'aurais tendance à dire que on financera le porteur du projet qui, lui, sera capable de ensuite sous-traiter au reste du consortium. Mais là aussi, il faudra que je les note quand même. Ou alors, vous me les rappellerez si vous êtes suffisamment gentil. Bien sûr. Je prends cette question-là et je vous enverrai la réponse après consultation de notre équipe contractuelle. D'accord. Lorsqu'il y a un refus, est-ce qu'il est définitif ou il y a une possibilité de réétudier? Alors, on va être clair. 1200 projets, je ne sais pas si vous vous rendez compte. 1200 projets avec une équipe jour et nuit qui elle aussi est confinée. Hein, donc on est tous en télétravail parce qu'on trouve que enfin, protéger la santé de nos collaborateurs est primordial. Donc s'il y a eu un refus, il y a une raison. Donc si on commence à faire des recours, à nous dire mais non, mais finalement vous n'avez pas bien vu, si je vous assure, on a bien vu. Donc oui, je pense que le refus aujourd'hui il est définitif, sinon on s'en sort pas. Véritablement. Alors maintenant, légalement, vous pouvez toujours faire un recours, vous pouvez toujours nous demander, mais 1200 projets, je ne sais pas si vous vous rendez compte. Aujourd'hui, faut quand même penser que c'est pas des intelligences artificielles qui derrière font l'analyse, c'est des hommes et des femmes et que tous les jours il y a plusieurs boards de sélection. Donc vous pouvez toujours faire un recours, il ne sera pas examiné en priorité parce que notre priorité c'est d'aller
trouver les pépites, les perles que l'on peut trouver parmi ces milliers de dossiers qui nous sont déposés. Donc, légalement, oui, vous pouvez le faire. Pratiquement, si vous pouvez vous abstenir de le faire, si on vous a dit non, c'est qu'il y a une raison. Je suis extrêmement franc et ça sert à ça, un webinaire aussi, c'est vous donner la vérité des prix. On a eu quelques personnes qui, par exemple, nous ont dit vous répondez pas bien à nos questions et donc on va vous traîner au tribunal administratif pour demander la nullité de cet appel à projet. Il se trouve que si on avait répondu bien aux questions, mais c'était la réponse qui plaisait pas et c'est autant de temps qui est perdu par rapport à notre mission primaire qui est primordiale et qui consiste à aller analyser tous les dossiers en notre possession et essayer d'être le plus efficace dans notre contribution à l'effort national. Donc voilà, je pense qu'on peut faire preuve d'un peu de patriotisme en évitant de faire des recours inutiles. Très bien, c'est très clair. Et pour une question un peu plus technique, pour le développement des logiciels d'analyse automatique, Oui. intelligence artificielle, sur des scanners, quand est-ce qu'on considère que le projet est assez mature? Sur combien de cas faut-il l'avoir testé, à peu près? À combien de cas, j'en sais rien du tout. En revanche, si vous avez un soft qui a été testé et que vous êtes assez confiant dans ses capacités de généralisation, surtout si c'est de l'IA, vous nous le soumettez. Nous, on a des experts IA qui sont derrière. Le cas échéant, si on peut, s'il faut généraliser, ça peut être la première phase rapide de ce projet qui consiste à dire, voilà, vous avez des bases de données que nous n'avons pas, donc est-ce que cette approche-là, vous pouvez la tester vous? Et nous, ministère des Armées, sachez qu'on est aussi en contact avec les réseaux nationaux en termes de calcul haute performance et qu'on a la possibilité d'aller mobiliser des capacités de calcul et des bases de données que vous n'auriez pas pour pouvoir aller dérisquer cette partie-là. Donc, vous gênez pas, ça fait partie du projet justement. Vous allez développer quelque chose, il faut le tester davantage. Dites-nous de quoi vous avez besoin, on vous dira si on l'a en notre possession ou pas, et si on l'a, on essaiera d'aider au maximum. D'accord. Dans le cadre des porteurs de projets qui ont soumis une demande avant cette crise à l'ANR, faut-il attendre une réponse négative de l'ANR le 10 avril avant de soumettre à votre appel à projet? Alors, on est en contact avec l'ANR, donc ce que vous pouvez faire, c'est soumettre à l'appel à projet en nous disant que vous l'avez soumis à l'ANR et nous, on fera le lien. D'accord. Très bien, je continue à regarder. Le monitoring post-hospitalisation, c'est-à-dire une fois que le patient est retourné à domicile, peut-il rentrer dans le cadre de cet appel à projet? Tout ce qui permet de gérer la crise, donc la réponse est oui. Alors encore une fois, n'oubliez pas, on est le ministère des Armées, donc voilà, il faudrait que ça puisse être applicable, élargi, qu'il y ait un intérêt, une plus-value à faire financer ça par le ministère des Armées, mais dans l'absolu, oui. D'accord. Et pour ce qui est de la formation du personnel médical, est-ce que c'est un sujet d'intérêt par rapport à cet appel à projet? Ça va être un sujet interministériel, sauf si vous considérez que c'est les hôpitaux d'instruction des armées qui sont les plus à même d'être formés sur une technique particulière. Mais sinon, ça risque d'être un sujet interministériel. Donc, c'est plutôt le ministère de la Santé. D'accord. Et est-ce qu'une entreprise peut avoir plusieurs projets avec plusieurs consortiums à soumettre? Alors, oui, bien sûr, il n'y a pas de limite au nombre de projets qu'une entreprise peut avoir, ni à son formalisme. Alors, par contre, ce qu'on a eu, ça je ne vous le cache pas, c'est par exemple, on avait dit des solutions pour faciliter le déploiement d'hôpitaux de campagne. Moi, j'ai des gens qui ont déposé 12 projets avec 12 types de containers différents, avec 12 types de dimensions différentes. Là aussi, ça sert à rien, on ne demande pas ça. C'est pas le sujet. Donc, évitez de nous mettre votre catalogue avec les différentes options, avec un projet par option. Parce que là aussi, c'est de nous prendre la bande passante et on n'est que des êtres humains. Donc, on essaie de faire le maximum, je vous assure, hein, pour dépouiller tout ça. En revanche, avoir des projets différents, avec des consortiums différents, bien sûr, bien évidemment. Très bien. Et je vous propose de prendre une dernière question. Si le projet est retenu, le ministère des Armées peut-il aider à accélérer les essais cliniques, notamment dans les hôpitaux militaires? Absolument, absolument. C'est ce qu'on fait. Il y a des essais cliniques qui sont accélérés au Clermont 17, à Percy, parce qu'on a la population qu'on peut mobiliser rapidement. Donc moi, je suis pas un grand spécialiste de la santé, hein, je suis même un grand hypocondriaque, donc vous imaginez que je suis très, très à l'aise sur ces choses-là, mais je peux vous dire qu'on est en train
mobiliser des équipes qui sont d'ailleurs remarquables, hein, travaillent jour et nuit. Et donc, comme nous avons le lien direct avec le service de santé et les hôpitaux d'instruction des armées, on fera tout ce qui est dans notre possible pour aller plus vite. On le fait déjà d'ailleurs, notamment dans un certain nombre de projets qu'on soutient sur le traitement possible de cette pandémie. Parfait. Monsieur Kiva, merci beaucoup pour votre intervention et pour votre disponibilité. Merci d'avoir répondu aux 140 participants de ce webinaire. Et je remercie bien entendu les participants pour ce webinaire qui n'est pas terminé. Là, nous avons pu faire un point très détaillé sur cet appel à projet qui est donc, je le rappelle, ouvert jusqu'au 12 avril 2020. Vous pouvez aller candidater directement sur le site de l'Agence Innovation Défense. Merci beaucoup, Monsieur Kiva. Et là, pour terminer, je vais vous faire un petit point sur les activités de Medicine Paris Région, les autres appels à projets et différentes actualités. Monsieur Kiva, si vous souhaitez participer, enfin, rester pour assister à ça, vous êtes bien entendu le bienvenu. Non, vous êtes gentil, mais justement, avec les 1200 projets, on a pas mal de travail. En tout cas, je voulais tous vous remercier pour votre intérêt et pour cet effort national et patriotique. Et je suis très conscient de la chance qu'on a d'avoir des communautés aussi fortement mobilisées. En tout cas, sachez que le ministère des Armées et l'Agence Innovation Défense sont à vos côtés et qu'on fera tout ce qui est en notre pouvoir pour pouvoir évoluer ensemble et aller dans le bon sens. Donc, merci à tous. Merci beaucoup, Monsieur Kiva. Au revoir. Au revoir. Donc, merci donc, à tous ceux qui ont pu participer. Donc, je vous propose de faire un point sur les différentes actualités et actions de Medicine Paris Région face à cette crise. Donc, pour ceux qui étaient là en début de webinaire, je vous ai dit que nous avons constitué une boîte à outils dédiée au Covid-19 qui permet de recenser les différentes actualités, informations et projets engagés contre la pandémie. Concrètement, les sections que vous avez retrouvées, c'est tout ce qui vous permet de vous informer sur l'avancement de la crise et les différents retours que nous pouvons avoir des établissements hospitaliers et cliniques. L'idée aussi, vous pouvez mettre vos compétences à disposition pour lutter contre le Covid-19, par exemple des sociétés d'impression 3D ou d'autres personnes qui se réorganisent par rapport à tout ça. Aussi une section pour financer son projet ou son entreprise pendant le confinement. Avec différentes aides de la région et de l'État, on va y revenir juste après. Vous pouvez aussi avoir des informations sur comment travailler et se former pendant le confinement. Et donc enfin, quels sont les projets engagés contre le Covid-19 spécifiquement et également nos adhérents qui proposent des solutions utiles pendant cette période de confinement. Donc n'hésitez pas à aller consulter cette boîte à outils qui est disponible via le lien ici que vous aurez lorsque vous recevrez le support de présentation. Vous pouvez avoir directement sur notre site, bien sûr. Et si vous souhaitez apporter votre solution à cette boîte à outils, vous pouvez nous contacter directement. Revenez vers vos chefs de projet ou les personnes qui sont en contact avec vous chez Medicine Paris Région pour que nous puissions intégrer votre solution à notre boîte à outils. Par ailleurs, nous avons aussi répondu à un appel de la région Île-de-France qui a mis en ligne une plateforme qui permet de recenser tous les services à destination des citoyens, des entreprises et des acteurs de santé. Donc nous avons participé activement et enrichi la partie sur les acteurs de santé. De la même façon, si vous souhaitez mettre votre solution sur cette plateforme de la région Île-de-France, donc Smart IDF Service, vous pouvez revenir vers nous pour qu'on puisse intégrer votre solution et être référencé sur cette plateforme. En ce qui concerne les aides par rapport à cette crise et comment la région Île-de-France peut vous aider, un plan d'urgence a été mis en place par la région Île-de-France. Vous voulez consulter directement le site internet qui s'affiche ici. Cette aide est également présente et référencée sur notre boîte à outils avec d'autres. Et donc, c'est pour aider les entreprises franciliennes à faire face au Covid-19. Vous avez un numéro régional unique qui vous permet d'avoir des informations et également une adresse mail à laquelle vous pouvez envoyer vos demandes pour qu'elles puissent répondre directement à vos questions liées aux difficultés que vous pouvez avoir, qu'elles soient financières ou autres, face à cette crise. Et bien entendu, Medicine se tient toujours à votre disposition si vous avez des difficultés particulières à faire remonter. Enfin, vendredi a été annoncé par la région Île-de-France toujours un nouvel appel à projet PME Covid-19 qui vient donc s'inscrire dans la gamme up et donc qui est exclusivement dédié au Covid. Les objectifs, c'est de soutenir les projets d'entreprises franciliennes qui souhaitent et peuvent s'engager dans la lutte du Covid-19, donc avec des gels, des masques, des blouses, que ce soit des personnes qui peuvent proposer des solutions directement ou adapter leur production
pour permettre de proposer des solutions contre cette crise. Et l'idée est bien sûr de financer l'adaptation ou la conversion de ces outils de production pour confectionner du matériel indispensable. Comme la gamme up s'est ouverte aux TPE, PME et ETI, et le montant de l'aide peut aller jusqu'à 800 000 euros. Donc, c'est une aide conséquente et l'appel à projet prendra fin à la fin de l'année, 31 décembre 2020. Donc, vous pouvez candidater directement jusqu'à la fin de l'année 2020. Un appel à projet qui continue toujours, c'est InnovUp Leader PIA, qui permet, qui est un appel à projet donc classique et dont la prochaine échéance se fera le 15 mai 2020. Medicine Paris Région vous accompagne sur cet appel à projet qui peut vous permettre d'obtenir une aide de 100 000 à 500 000 euros sous la forme de 2 tiers de subvention et 1 tiers d'avance remboursable. Pour ça, vous devez être en Île-de-France, être une TPE, PME ou ETI et une entreprise financièrement saine avec les fonds propres nécessaires pour cet appel à projet. La règle globale, c'est toujours la même, c'est 1 euro d'aide demandée. Pour 1 euro de demandé, vous devez avoir 1 euro de fonds propres. Donc, l'idée est bien sûr de montrer le potentiel d'innovation, de rupture qui vous permettront de vous positionner comme leader de votre marché. Un appel à projet donc, qui va se terminer à peu près dans la même phase. Celui-là, c'est la vague 5 du concours innovation Innov, organisé par la BPI France, avec des thématiques particulières. Et donc, pour la thématique de la santé, sur cette vague, il s'agit de la santé situation d'urgence. Donc, c'est un appel à projet individuel qui est financé par le programme d'investissement d'avenir, et donc sur la santé avec cette thématique à laquelle vous devez répondre pour pouvoir candidater. Ici, vous pouvez présenter un coût total de projet entre 600 000 et 5 millions d'euros qui seront prises où il y aura une prise en charge à 45% si vous êtes une petite entreprise et à 35% si vous êtes une moyenne entreprise. Et donc, la forme, c'est la même, subvention de 2 tiers de subvention et 1 tiers d'avance remboursable pour un projet d'une durée de 1 an à 3 ans. De la même façon, on vous accompagne sur ces appels à projets. N'hésitez surtout pas si vous souhaitez suivre notre processus d'accompagnement et donc passer devant notre comité d'évaluation des projets et rencontrer un de nos experts qui vous permettra d'améliorer votre dossier de candidature. Toujours dans les nouveaux appels à projets orientés Covid, un PSPC, projet structurant pour les pôles de compétitivité, a été fait exclusivement sur le Covid-19, qui sera ouvert pareil jusqu'au 31 décembre. J'annonce un peu, mais il y aura un webinar la semaine prochaine qui vous permettra d'en savoir plus sur ce PSPC. Là, ici, il s'agit d'un appel à projet collaboratif rassemblant des partenaires industriels, donc qui doit être pilote du projet, et des partenaires de recherche. Ici, la particularité de ce PSPC, c'est que excusez-moi, je me perds dans les notes, c'est que le TRL doit être assez avancé, donc 6-7 à peu près, et surtout avoir des essais cliniques sur le territoire français. Votre projet doit inclure des essais cliniques sur le territoire. Donc pour cela, vous pouvez avoir un montant de financement qui peut aller de 4 millions d'euros jusqu'à 50 millions d'euros dépassables. C'est ce qui est noté dans le cahier des charges de l'appel à projet et donc sous des formes assez particulières que je vous invite à reprendre dans le cahier des charges en question. Et bien entendu, Medicine vous accompagne également sur cet appel à projet-ci, donc qui se clôturera le 31 décembre 2020. Concernant les programmes européens, donc le programme Head Start a fait, on va dire, un appel complémentaire lié au Covid-19 et aux solutions digitales de santé qui vont aller donc dans ce sens-là et qui permettent d'avoir un montant de 50 000 euros ici pour des startups et des PME dans le médical avec un TRL 8 et une durée de projet de 6 mois puisque l'objectif est toujours de répondre à la crise actuelle. La règle des programmes EITL de 50 000 euros maximum peut être allouée à une startup, qui peut être allouée à une startup, reste toujours la même. Vous pouvez candidater à 2 programmes européens ou 3 différents. Par contre, vous ne sélectionnez qu'à un seul et vous pourrez avoir qu'un montant de 50 000 euros maximum pour cet appel à projet. Les soumissions seront remplies dans le lien qui est affiché juste en dessous et vous pourrez accéder directement à la plateforme d'EITL pour soumettre votre dossier. Enfin, en ce qui concerne les événements à venir, donc comme vous l'avez vu, l'écosystème de Medicine est fortement mobilisé pour faire face à la crise du Covid-19 et nous souhaitons les mettre à l'honneur donc le vendredi 10 avril de midi à 12h30 où vous découvrirez les solutions de NG Biotech, de Bone 3D, Liberios et Winker Group qui s'impliquent activement dans faire face
à la crise du Covid-19. Un autre webinaire est organisé le 14 avril 2020, Destination ETI Santé. Il s'agit de la deuxième édition qui permet, qui est fait avec Biomérieux, Sanofi Pierre Fabre et donc d'autres acteurs du monde de la santé, où vous avez le lien d'inscription et le webinaire via Zoom ci-dessous. Et donc ici, je vous ai mis un récapitulatif des événements à venir, donc les deux premiers qu'on vient de voir et qui permettent de destination ETI, qui est un programme d'accélération pour PME de la filière santé. Et enfin, le même jour, mais à 16h, de 16h à 17h, vous aurez une présentation des appels à projets PSPC Covid et iNov Santé Situation d'urgence, animés par Medicine et BPI France, toujours sur cette même plateforme. Et donc, appel à projet où, bien entendu, Medicine continue de vous accompagner. Merci beaucoup pour votre attention. Je vous remercie les 140 participants de ce webinaire d'avoir été actifs et posé vos questions qui étaient extrêmement intéressantes. Je remercie bien entendu Monsieur Emmanuel Kiva et toute l'agence. N'hésitez pas, vos chefs de projet Medicine Paris